Bem-vindo, karibu, marhaba, welcome. Bienvenue à Thriving Africa Podcast, où nous parlons de commerce et d'économie sur le continent africain. Dans ce podcast, nous allons discuter et analyser le commerce intra-africain, mettre en évidence les projets clés, fournir des conseils concrets et partager des expériences. Bonjour Saïd Djellab, comment allez-vous? Ça va, merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire partie du Africa Thriving Podcast. Vous êtes l'ancien ministre du Commerce de l'Algérie et aussi l'ancien négociateur pour la ZLECAf pour l'Algérie. Alors, avant qu'on parle un peu plus d'Algérie, je voulais avoir un petit peu vos perspectives par rapport à la ZLECAf. Quelles opportunités cela représente pour l'Algérie et pour le continent? Et qu'est-ce qui pourrait faire que la ZLECAf soit une réussite réellement? Eh bien, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette occasion-là. Ce que je peux dire, vous savez très bien que la ZLECAf, c'est une première étape, une première phase de la constitution d'un marché monétaire dans le cadre de l'agenda 2063, qui a été décidé par les chefs d'État en 1991 à Abuja. La ZLECAf, disons que moi j'ai eu donc l'occasion et le plaisir de participer à ces négociations en tant que chef négociateur de mon pays, l'Algérie, et en même temps aussi je me suis réjoui des capacités africaines, donc de nos confrères, nous Africains, pour élaborer un des plus grands accords de libre-échange dans le monde. Et nous avons commencé les négociations en 2015 de façon effective et opérationnelle. Et nous avons terminé en 3 ans. En 2018, à Kigali, il y a eu la signature des accords. Et je peux vous dire que les négociations, ce n'était pas facile, c'était laborieux. Et on continuait à négocier jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais quand même, nous avons relevé ce challenge et nous avons réussi à élaborer un accord auquel ont adhéré 54 pays parmi les 55 et auquel aussi ont ratifié maintenant, plus de 44 pays ont ratifié l'accord avec le dépôt des instruments de ratification. Donc c'est un des accords où le plus grand nombre de pays ont adhéré. 44 pays qui ont ratifié, c'est pas rien. Voilà, donc ça démontre qu'il y a une volonté politique des chefs d'État pour aller dans la mise en œuvre de cet accord, la ZLECAf. Voilà ce que je peux dire pour donc, la préparation, la genèse de la ZLECAf. Maintenant, les challenges de la ZLECAf sont connus. Moi, je pense que le challenge majeur de la ZLECAf, c'est un des objectifs de la ZLECAf, c'est inverser un peu les tendances constatées. Ouais. Première tendance, c'est, vous savez très bien que le continent africain, pratiquement, il est exportateur de matières premières et importateur de produits finis, des pays hors continent. Et cette donne-là qu'il faut inverser. Donc, comment inverser cette donne? Premièrement, dans le cadre de l'accord ZLECAf, avec tous ses annexes, il y a 9 annexes. Parmi eux, donc l'annexe sur les règles d'origine, l'annexe sur la facilitation des échanges, sanitaires, phytosanitaires, obstacles techniques au commerce, propriété intellectuelle, tout ça. Alors, comment inverser les choses? C'est que premièrement, il faut développer les échanges intra-africains. Vous savez très bien, les échanges intra-africains ne dépassent pas 12 à 15%. Par contre, dans les autres zones de libre-échange, bon, il y a bien sûr, c'est des gens qui ont été créés, ça fait une vingtaine d'années ou plus. L'Europe, ils sont pratiquement à 60%, l'Amérique latine à 26%, et l'Asie, ils sont à 45-46%, et l'Afrique, nous sommes à 12-15%. C'est cette tendance maintenant qu'il faut inverser et augmenter les échanges intra-africains. Deuxième challenge, le plus grand challenge, moi je dirais, c'est comment assurer cette transformation industrielle de l'Afrique. Et ça est basé sur la création des chaînes de valeur régionales. Il faut maintenant qu'il y ait une interconnexion des réseaux de production entre les pays africains pour créer nos chaînes de valeur. Nos matières premières seront transformées ici dans notre continent. Nous avons des pays industrialisés, parmi eux donc l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et d'autres pays qui peuvent donc déjà contribuer à cette transformation industrielle. Moi je pense que c'est le plus grand challenge.
c'est la transformation industrielle du continent africain. Comme ça, on peut progressivement inverser cette tendance d'exportateur de matières premières et importateur de produits finis. Et les impacts de cette zone, premièrement, il y aura une augmentation des échanges interafricains. Les études montrent qu'on peut aller jusqu'à 52% des échanges interafricains. Il y aura bien sûr la création d'emplois, la création de valeur ajoutée. Tout ça, ça rentre dans le cadre de développement socio-économique des pays africains. Aussi, une chose qui est importante, c'est qu'en Afrique, nous avons pratiquement 13 pays les moins avancés, les PMA. Donc il y a tout un traitement différencié que nous avons prévu pour ces pays-là, pour bénéficier aussi de cette création de valeur ajoutée, surtout les pays enclavés. Donc voilà un peu les challenges qui se présentent pour la ZLECA. Moi je suis optimiste par rapport au travail qui a été fait jusqu'à maintenant avec la création de secrétariat général de la ZLECA à Accra, au Ghana. Il y a un travail énorme qui est en train de se faire. Il y a déjà une opération pilote pour commencer la mise en œuvre, sachant que juridiquement, la ZLECA va commencer janvier 2021. Donc, avec la présentation des listes, donc chaque pays maintenant il est en train de présenter ses listes, parce qu'il y a un démantèlement sur 5 ans pour 90% des lignes tarifaires, 7% des lignes tarifaires sur 10 ans et 3% exclus. Donc déjà, 90% des lignes tarifaires des pays africains seront donc démantelées sur les 5 ans, donc d'ici 2025. Donc les listes sont en train d'être examinées par le secrétariat. Il y a le plus beau, c'est les règles d'origine. Donc il y a un travail qui est en train de se faire, d'après donc les informations que nous avons au niveau du secrétariat. Plus de 87% des lignes tarifaires, il y a donc des règles d'origine sur l'État. Il reste donc 12 à 13% qui sont en train d'être négociés. Ça, c'est le premier package de la ZLECA. Il y a un deuxième paquet, c'est les services qui sont en cours de négociation. Donc il y a donc, sur la communication, les services à l'entreprise, finance, transport. Donc il y a un travail qui est en train de se faire maintenant de négociation. Et en parallèle, il y a aussi le protocole sur la propriété intellectuelle, c'est important pour les investissements. Le protocole aussi sur les investissements, pour qu'il y ait une coordination, une harmonisation des règles sur l'investissement. Et un autre protocole sur la concurrence. C'est important pour une concurrence royale entre les pays. Donc tout ça en train de se faire moi je pense qu'en 2023 tout sera élaboré. Donc nous aurons un paquet global, marchandises, services. Ça c'est la première phase de la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Je trouve que c'est assez intéressant que vous ayez donné tous ces détails-là. Avant de revenir d'ailleurs sur la question de transformation, je voulais vous poser une question parce qu'on parle beaucoup, donc on a le secrétariat, on voit souvent des informations sur la ZLECAf, mais que quand il y a des annonces, par exemple, voilà les pays qui ont été sélectionnés pour être les pays pilotes, voilà on a ratifié, voilà les pays qu'on a ratifiés, mais voyez les détails que vous nous avez donnés aujourd'hui, je trouve personnellement qu'il y a moins de transparence et moins d'informations sur tout ce qui est en train d'être fait on va dire, derrière dans le travail du secrétariat. Qu'est-ce qui pourrait être fait comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce type d'information est réellement transmis? Parce que les gens qui veulent bénéficier de la ZLECAf, que ce soit les pays ou les producteurs ou les acteurs, ont besoin de savoir ce qui va être fait. Donc, et aussi, le secrétariat a besoin de connaître les réalités du terrain. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y ait de l'information pour que les gens sachent en fait réellement tout le travail qui est fait et qu'est-ce qui arrive, au lieu de faire seulement des annonces? Écoutez, la création du secrétariat général de la ZLECA est faite dans ce sens-là. Donc le secrétariat général de la ZLECA, c'est l'organe qui coordonne toutes les négociations et c'est l'organe qui publie les informations. Ça veut très bien qu'au niveau de l'Union africaine, il y a donc les ministres du commerce, de l'industrie ou du commerce, qui se réunissent pratiquement chaque année, 2 fois par an. Et c'est à ce niveau-là institutionnel que le travail est évalué, donc il y a un bilan. À partir de là, le secrétaire général de la ZLECA publie les informations. Moi, personnellement, je ne suis plus dans les négociations, mais j'ai cette information à travers le portail. Mais ce qui est important, c'est, en termes de transparence,
Parce que le moteur de cette ZLECAf-là, c'est les entreprises. Voilà. Donc, comme on est au démarrage, c'est pas encore tout a été fait, il y a des applications qui sont en train d'être préparées, pratiquement finalisées. Il y a une application pour les entreprises. Donc une entreprise qui veut exporter vers un pays ou qui veut faire du partenariat dans un autre pays, il y a toute une application qui lui donne toutes les informations sur ce pays-là, en matière de réglementation commerciale et tout ça. Voilà une application qui va être donc opérationnelle. Et il y a une autre application plus importante, c'est le financement des opérations de transactions commerciales. Donc il y a ce qu'on appelle le PAPS. Oui, donc il s'agit d'une application de paiement en ligne, ça c'est important pour une zone de libre-échange qui vient d'être née. Il y a d'autres applications aussi pour les institutionnels. Donc toutes ces applications sont faites dans le sens de ce que vous avez donc soulevé comme préoccupation, la transparence surtout et particulièrement pour les entreprises. Alors pour revenir à ce que vous disiez sur la question des chaînes de valeur, la question aussi de production, une des choses que j'ai remarqué dans beaucoup de pays, c'est que tout le monde dit je veux produire, ce qui est très très bien, j'ai aucun problème là-dessus, mais on veut aussi tous être autosuffisants d'une certaine façon, sauf que sur les 54-55 pays, on ne peut pas tous produire la même chose, et puis aussi, même si on veut tous produire, c'est-à-dire qu'on veut vendre, il faut aussi vouloir acheter africain. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, à part ce travail de mindset, ou s'assurer que l'on accepte les produits africains et se dire qu'ils sont de la même qualité que les produits à l'étranger? On a parlé, vous avez parlé des chaînes de valeur, il y a aussi la question des infrastructures, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les produits qui sont produits sur le continent vont coûter plus cher initialement, vu qu'il y aura les questions de transport, où aujourd'hui, malheureusement, ça coûte encore plus cher. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait pour s'assurer que le consommateur, que les producteurs, que tout l'écosystème adhère à cette idée et comprendre que ce n'est pas seulement produire pour vendre, mais aussi pour acheter africain? Parce que sans ça, je pense que les ZLECAf, elles ne vont pas fonctionner malheureusement. C'est laborieux, le travail. Parce que c'est le problème que nous avons, c'est, on l'a vu dans le constat, c'est que les opérateurs économiques, les entreprises africaines ne se connaissent pas. Oui. Ils ne connaissent pas le marché africain. L'opérateur algérien ou tunisien ne connaît pas bien le marché ghanéen, le marché rwandais. Donc il y a tout un travail, je suis d'accord avec vous, qu'il y ait, durant ces premières années, une sensibilisation, une vulgarisation sur le marché africain, sur le potentiel du marché africain, au moins que l'entreprise ait une connaissance. C'est un travail qui peut être fait au niveau national, mais aussi au niveau régional et continental. Deuxième élément qui est important aussi, c'est vrai que tout le monde veut faire créer de la valeur ajoutée locale, c'est vrai. Mais on ne peut pas créer une valeur ajoutée à 100%. La réalité, elle est là. Si j'ai besoin de faire, je ne sais pas moi, un produit plastique ou électroménager et tout, j'aurai besoin de certains éléments. Donc c'est pour ça, dans le protocole sur les règles d'origine, on l'a fait sciemment d'aller vers jusqu'à 40%, 45% ou 50% de valeur ajoutée locale. Donc un pays tout seul, pratiquement il ne peut pas créer cette valeur ajoutée de 45 à 50. Il a besoin d'autres pays. Soit en termes de matières premières, donc il ramène la matière première qu'il ramenait avant de hors continent, il peut la ramener, par exemple, moi je prends le bois. Pourquoi je le ramène de l'Asie ou de la Finlande alors qu'il est au Gabon? Donc je peux ramener le bois du Gabon, faire des meubles, des chaises, et j'ai ce qu'on appelle le Made in Africa. Donc il y a cette interconnexion qu'il faut entre les pays, mais cette interconnexion ne peut se faire sans une connaissance parfaite. Et ça, c'est le rôle des chambres de commerce aussi. Les chambres de commerce peuvent jouer un rôle prépondérant dans la connaissance du marché africain avec sa diversité, surtout les matières premières. Ça va être très bien pour les terres rares. Nous avons pratiquement en Afrique 42 terres rares parmi les 64 dans le monde. Donc on peut développer l'électronique, l'électroménager et tout. Mais tout ça ne peut se faire qu'entre pays africains. Il y a une autre donne qui est extra. C'est-à-dire que nous aurons besoin de transfert technologique et des investissements étrangers. Et c'est pour ça que le protocole sur les investissements, la propriété intellectuelle et la concurrence, c'est une assise qui peut attirer
les gros investisseurs, parce que les gros investisseurs maintenant, on a des pays hors continent, avant donc, ils exportaient les produits finis, comme maintenant c'est les pays membres qui ont l'avantage, parce qu'ils ne payent pas les droits de douane des pays membres, mais les pays hors continent, ils payent les droits de douane de 40, 50, 60%. Donc pour lui, pour garder sa part de marché, il va te dire, moi ça m'intéresse de m'installer carrément, m'installer mon usine, mon investissement, et c'est à partir de là qu'on se connecte, parce que la connexion, les règles, les chaînes de valeur régionales ou continentales, elles vont être connectées aux chaînes de valeur mondiales aussi. Moi, je prends le cas par exemple de l'automobile, c'est une des chaînes de valeur qu'il faut développer en Afrique. Je parle de produits pétrochimiques, plastique aussi, c'est des chaînes de valeur. Le textile, il y a du coton au Niger, au Mali, on peut faire le tissu en Algérie. Donc il y a cette connexion, mais tout ça, ça repose sur une connaissance, comme vous l'avez bien dit, une connaissance des marchés africains. Un autre problème, c'est un challenge aussi que vous avez posé, c'est cette interconnexion infrastructurelle, les infrastructures. Donc, bon, je ne sais pas dans le début que ça va se réaliser, mais il y a des grands projets continentaux, régionaux, qui sont en train de se faire. Je cite le projet, donc, la Transsaharienne algérienne, l'autre route qui vient du Caire, de Lagos aussi, Abuja, Lagos. Donc, toute cette infrastructure d'être réalisée, ça va faciliter progressivement l'interconnexion des pays africains et en même temps diminuer, comme vous l'avez dit, le coût de production, de transport plutôt, pour la compétitivité des produits africains. Je pense que c'est bien parce que c'est fait aussi en parallèle de toute la partie, on va dire, réglementaire qui donne le cadre, et en même temps on a la partie opérationnelle, donc s'assurer qu'à la fois il y a les acteurs. Je pense que c'était aussi intéressant et qui va être clé, c'est, vous avez parlé de transfert de technologie, et je pense que c'est important même pour les investisseurs étrangers de comprendre, de un, que quand ils viennent, ce n'est pas de l'assemblage qu'ils doivent faire, mais une réelle valeur ajoutée, et pour les pays africains et le continent, de s'assurer qu'il y a un réel transfert, qu'il y ait de la formation, qu'il y a un réel transfert pour que si l'investisseur s'en va, à un moment donné, il y ait quand même une continuité, et puis aussi s'assurer qu'il y ait de la sous-traitance qui se fait soit au niveau du pays, soit au niveau de la région, quand vous avez dit qu'au final, réellement, on crée de réelles chaînes de valeur et qu'il y ait de la création de richesse au final. Alors là, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'Algérie, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Quelle est, d'après vous, un petit peu la valeur ajoutée que peut apporter l'Algérie? Aujourd'hui, malgré tout, notre pays exporte beaucoup plus de matières premières, pétrole et gaz prioritairement, que des produits finis. Bon, on a quand même des industries comme l'industrie pharmaceutique qui se développe énormément. On avait à l'époque aussi tout ce qui était électroménager, produits de consommation grand public, qui aussi maintenant de plus en plus se développe. Mais comment est-ce que l'Algérie pourrait profiter au maximum de la ZLECAf et aussi apporter de la valeur ajoutée au niveau donc, de la zone? Et bien sûr, on a... Écoutez, que l'Algérie, premièrement, comme j'étais chef de négociateur, l'Algérie a beaucoup, c'est mon témoignage, beaucoup apporté pour l'aboutissement de l'accord déjà. On était très actifs pour aboutir cet accord de libre-échange et on était parmi donc, les premiers signataires à Kigali de l'accord. Deuxième élément qui est majeur, vous savez qu'une zone de libre-échange, il faut qu'il y ait une stabilité, une paix. Et là, il y a un rôle énorme et prépondérant de l'Algérie pour donc, la paix et la stabilité en Afrique. Ça, c'est l'assise, c'est le plus gros. Maintenant, sur le plan économique, c'est vrai. Le plan économique, le constat, il est fait pour tous les pays africains. Tous les pays africains, c'est des exportateurs de matières premières, que ce soit du pétrole ou des mines, ou des produits agricoles de base. Donc c'est ce challenge que j'ai posé tout à l'heure pour les pays africains, comment transformer tout ça ici. Et moi je pense que l'Algérie parmi les pays qui ont un tissu industriel. Ça c'est un avantage. Et nous sommes donc, ce tissu industriel peut beaucoup apporter dans le cadre de la transformation continentale ou régionale des matières premières. Donc, vous avez bien cité, nous avons maintenant pratiquement un secteur qui est en plein développement, l'industrie naissante, c'est le secteur pharmaceutique. On peut faire donc beaucoup avec les pays africains. Il y a aussi le secteur agroalimentaire qui est assez développé en matière de transformation, donc il peut donc aussi apporter de la valeur ajoutée. Il y a le secteur de matériaux de construction, céramique. Il y a le secteur aussi de l'électrique électronique, et le secteur aussi
de tout ce qui est plastique, pétrochimie. Donc il y a pas mal de secteurs en Algérie qui sont en pleine ébullition de développement, mais il faut que, ce que j'ai dit dans chaque conférence, la ZLECA va engendrer une demande supplémentaire de produits finis continentaux, de produits finis africains. Il faut que nos entreprises s'alignent avec ces nouvelles demandes qui vont augmenter. Actuellement, comme tous les pays africains, nos échanges avec l'Algérie et les pays africains ne dépassent pas 3%. Déjà, c'est pour aller à 12 à 15% la moyenne actuelle, il faut multiplier les échanges par 5. C'est-à-dire, au lieu on est à 3 milliards, il faut multiplier par 5, on peut aller jusqu'à 15 milliards de dollars, juste pour arriver à la moyenne actuelle. Alors, si on inclut l'impact de la ZLECA, qui est de 52%, vous voyez un peu les échanges qui vont augmenter. Et ça, moi je pense que c'est une opportunité énorme pour l'Algérie, parce que toujours on avait, comme tous les autres pays, la tête tournée vers le nord. Maintenant, moi je pense qu'il y a une prise de conscience que notre avenir, ou géostratégique, économique et tout, il est au sud. C'est le continent africain. Et même dans toutes les études au monde, c'est pour ça qu'il y a des sommets sino-africains, russo-africains, américains et tout ça, ils savent très bien que la future croissance économique, elle est en Afrique. Donc il vaut mieux, comme nous sommes partenaires, nous sommes membres de notre zone, donc on est mieux placé pour aller de l'avant, pour créer cette valeur ajoutée, qu'elle soit locale à 20%, 30%, qu'elle soit régionale avec par exemple l'Afrique de l'Ouest, qu'elle soit continentale, on peut aller jusqu'à l'Afrique du Centre ou l'Afrique australe. Bien sûr. Et je trouve que c'est important aussi, l'Algérie, malheureusement, d'un certain point de vue, n'est pas très connue en fait en Afrique. Nous-mêmes, quand on est parti au Botswana, beaucoup de personnes, les gens de Botswana disaient que c'est la première fois qu'on a des Algériens qui sont avec nous. Et je trouve que c'est important à la fois pour les Algériens de savoir que oui, l'Algérie fait partie de l'Afrique, et pour les Africains, savoir que oui, l'Algérie fait partie de l'Afrique. Et je pense aussi, même s'il y a le Sahara qui est une barrière naturelle entre le nord et le sud, mais qu'en fait c'est un continent qui a beaucoup à s'apporter les uns des autres, et arrêter un petit peu de scinder un petit peu ça. Moi, ce que j'ai constaté, j'ai découvert l'Afrique à travers mes missions de négociation. Je voyageais en Afrique de façon officielle pendant les 10 ans. Donc j'ai découvert, moi aussi j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert l'Éthiopie, comment ça a évolué sur le plan économique, j'ai découvert le Rwanda, le Kenya. Donc c'est des pays, c'est vrai, ça c'est vice-versa. Bien sûr, oui. On ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas. C'est ça le problème. Donc moi je pense qu'on revient aux chambres de commerce, on revient aux institutions qui doivent jouer ce rôle de mise en relation, de connaissance, soit même sur le plan culturel aussi. C'est très important pour savoir comment la société fonctionne. La société au Ghana, comment elle fonctionne, c'est comme ça qu'on peut. Mais ce qui est important, il ne faut pas réfléchir export. Tout à fait. Il faut réfléchir partenariat. Il faut qu'on ait, pour les entreprises algériennes, il faut qu'il y ait une présence physique dans les marchés ciblés. En Afrique. Donc il faut qu'on soit présent. Comme on est présent diplomatiquement, politiquement, de façon très forte, il faut que nos entreprises maintenant confortent cette présence par leur présence au niveau des marchés africains. À partir de là, on commence une fois installée une entreprise, quand elle s'installe, elle va connaître un peu le marché, elle peut se consolider sa position. Donc c'est ce travail-là de partenariat et tout qu'il faut. Donc moi je pense au niveau national, il faut déjà commencer à vulgariser l'accord, déjà. De son pas, c'est des textes juridiques. Il faut vulgariser les règles d'origine, il faut vulgariser toutes les annexes, sensibiliser les opérateurs économiques sur l'intérêt, parce que maintenant, vous prenez un opérateur économique, il a l'habitude, comme tout pays africain, comme tout opérateur africain, de faire des transactions commerciales avec l'Europe. Maintenant, pour inverser la tendance et l'orienter, de sensibiliser le continent africain, c'est un travail qu'il faut faire au niveau national, au niveau régional. Non, c'est ça. Et je pense que vous avez dit un point très important quand on regarde à l'Algérie, c'est qu'on a une histoire très forte avec l'Afrique. L'Algérie a été le berceau des révolutions, a été un soutien pour les pays africains dans leurs indépendances. Donc c'est vrai que diplomatiquement, on a de très fortes relations, politiquement également.
C'est vrai que maintenant, il s'agit d'aller sur la partie économique et, très justement dit, ne pas aller dans, d'une certaine manière, exploiter ou devoir vendre, mais vraiment d'égal à égal, d'échanger, partenaire. Et je pense que c'est ça qui fera le réel succès de la zone de libre-échange. Et alors, moi, j'ai 2 dernières petites questions. Une qui est, je ne sais pas si elle est... on va aller sur la partie économique. On ne parle pas de politique dans ce podcast, mais c'est vrai qu'une des choses sur quoi la ZLECAf peut bâtir, c'est les zones économiques régionales, en plus de ces seules, mais les REX, les régions économiques commerciales, c'est ça, les REX. Bon, c'est vrai que malheureusement pour nous, en Algérie, l'humain n'est pas actif, mais, pour ça que je dis on ne parle pas politique, on parle économiquement. Comment est-ce qu'on pourrait réactiver ou s'assurer que toutes les REX, comme ça on ne parle pas spécifiquement d'une, s'assurer que la ZLECAf et que les acteurs économiques bénéficient aussi de cette expérience d'intégration finale régionale pour avoir une réelle intégration continentale et d'avoir tous ces échanges fréquents dont on parle. Vous savez, c'est un des sujets que nous avons abordés dans les négociations. Bien sûr. Et ce qu'on appelait à l'époque la tripartite. Il y avait 3 communautés économiques régionales, des CER, qui étaient très fortes et très avancées. C'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Ouais. Donc, Comesa, la SADC et l'UMO. Ouais. Pour nous, l'UMA, c'est vrai, ce n'était pas une zone qui a évolué, mais déjà, nous avons dit que ces gens-là vont booster la ZLECAf. Ouais. Parce que ces pays-là, ils ont déjà des démantèlements tarifaires entre eux. Et c'est pour ça que nous avons dit même que dans l'adhésion à la ZLECAf, les groupes, les communautés économiques régionales peuvent adhérer en tant que communauté économique régionale. Voilà. Ça veut dire qu'ils viennent avec la même approche, c'était plus un avantage pour la ZLECAf. Oui. Donc la ZLECAf, de façon globale, continentale, à l'avance sur le démantèlement, mais il y a déjà un démantèlement à l'intérieur de ces zones-là. Donc ça va faciliter encore beaucoup plus la réalisation de la ZLECAf. Donc ces communautés, au contraire, nous ont donné plus un avantage pour aller plus vite dans la ZLECAf. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre. Exactement, l'expérience. Exactement, parce qu'on le voit. Je me rappelle sur un des webinaires qu'on avait fait, il y avait eu la question du Sénégal et de la Gambie. Vu que la Gambie est entourée du Sénégal et pour pouvoir faire leur échange avec d'autres pays. Et il y avait cette question qui avait été posée par un des membres du gouvernement de la Gambie, c'était dans le cadre du coup aussi de la ZLECAf, comment et quelle partie va être entre guillemets prioritaire par rapport aux échanges? Est-ce qu'on reste dans la région ou alors c'est la ZLECAf quand on veut échanger avec les pays de la région? Techniquement, parce que tout se fait à la base de certificat d'origine. C'est l'opérateur qui choisit. Très bien. L'opérateur gambien. S'il voit que son produit il est à 0 dans le cadre de la région, il est à encore 20% dans le cadre de la ZLECAf. Certainement, il va demander un certificat d'origine de la région. Donc, il fait son opération sur la région. S'il voit que le produit il est à 0 de partout, donc il a le choix, il peut faire donc, le certificat d'origine sur la ZLECAf. Donc, tout est à la portée, disons, le choix de l'opérateur. Donc, ces les 2 zones ne sont pas opposables. Ils ne sont pas incompatibles. Les 2 zones fonctionnent jusqu'à où la ZLECAf sera à 0 pour tous les produits. Je pense, et c'est pour ça que, comme on le disait, c'est vulgariser toutes ces informations, avoir peut-être des forums de questions où le secrétariat et d'autres personnes puissent y répondre pour s'assurer qu'il y a de réelles informations et qu'au final, ou alors aussi des remontées s'il y a des difficultés, s'assurer qu'il y a des remontées d'informations pour s'assurer que sur la pratique, parce que je pense que c'est en règle générale les problématiques qu'on a en Afrique en règle générale, c'est entre la politique, la vision et l'implémentation. S'il y a un désaccord, mais s'il y a un gap, là on a un petit problème. Alors peut-être la dernière question, parce qu'on est quand même algérien, et aujourd'hui c'est aussi voir la place de l'Algérie dans la ZLECAf. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui voient ce podcast pour les inviter à s'intéresser à l'Algérie et aussi aux Algériens pour leur dire de s'intéresser à l'Afrique. Parce que comme on a dit, c'est dans les 2 sens. Alors, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Quel serait le conseil que vous auriez peut-être ou
ou voilà, un message à leur faire passer? Moi, le message que je passe, toujours, il faut que, dans le cadre de l'implémentation, de la mise en œuvre de la ZECA, il faut qu'il y ait cette ambiance d'échange entre les opérateurs, les organisations patronales. Moi, je suis pour qu'il y ait le maximum de forums, le maximum de formation, le maximum de sensibilisation, de vulgarisation de cet accord au niveau des opérateurs économiques et au niveau institutionnel. Si on veut réussir cette zone de libre-échange, il y a un travail énorme de communication et de sensibilisation, y compris pour les opérateurs économiques, y compris pour l'institutionnel. C'est ça, parce que le challenge, il est là. Hein. Ouais. Il y a une zone, mais il faut qu'elle soit effective. Et pour qu'elle soit effective, il faut que les acteurs moteurs de cette croissance, de cette zone-là, doivent être, donc, qu'ils adhèrent totalement à cette zone. Parce que ce sont les opérateurs économiques, on ne peut pas créer, donc ça sera une zone économique. Et bon, moi, c'est ça le message que je peux faire passer à travers donc, le podcast. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions aussi pour parler de tout ça. Bien sûr, parfait. Ben, merci beaucoup, M. Jean-Pierre, madame. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.